Donc, après la présentation de Fabio sur la place des métricas dans le corpus et ses spécificités logico-mathématiques, on va dire, en tout cas stylistiques très très particulières, moi je vais vous faire une petite communication un peu plus historiographique. Comme je vous l'ai dit, je me suis posé deux questions que j'ai refait apparaître ici. La question de la postérité des métricas se pose pour une raison assez simple. L'ouvrage donc est rédigé au 1er, 2e siècle de notre ère, et en fait, il n'est réapparu que dans un unique manuscrit conservé à la fin du 19e siècle, donc dans notre fameux manuscrit d'Istanbul, là qu'on appelle le Seraliensis. Et pour faire court, donc, on a pris l'habitude de l'appeler S. Bon, c'est juste pour ne pas dire Seraliensis Graecus 1. Alors, donc, les deux questions, la postérité et les relations avec le corpus métrologique. Alors, le premier personnage, les métricas, Fabio vous en a parlé, j'ai dit Héron, n'exagérons rien, c'est juste Fabio. Et je vous présente rapidement le deuxième personnage, c'est-à-dire le corpus pseudo-héronien. Comme vous pouvez vous en douter, ce corpus pseudo-héronien, c'est en fait un sous-ensemble du corpus métrologique grec ancien. La terminologie est la mienne, hein, ça n'est pas quelque chose que vous trouvez dans les sources anciennes. C'est moi qui ai décidé de construire cette réunion de textes comme un corpus. Et à partir de deux critères, un critère de contenu, critère thématique, et un critère codicologique et textuel. Donc le corpus en question, ce sont des collections de tables de mesure, conversion, etc. Enfin, des choses qu'on trouve un peu partout, bien sûr. Et puis des collections de problèmes. Et on l'a baptisé métrologique parce que, comme Fabio l'a expliqué à propos des métricas, les métricas font partie de ce corpus. Hein. Ce sont des problèmes de deux types essentiellement, des mesures de figures planes ou solides et les problèmes de division des figures. Donc ça, c'est le corpus, c'est le critère thématique. Je crois qu'il est très très clair. Pour ceux qui travaillent sur d'autres périodes, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler géométrie pratique, plus ou moins, même si on peut discuter indéfiniment sur la pertinence du terme pratique dans cette affaire. Mais bon, on verra, on reviendra peut-être là-dessus, sur la finalité du corpus, mais en tout cas, le critère thématique est clair. Ce qui se passe, c'est un constat simplement, c'est qu'un certain nombre de manuscrits, qui sont pourtant indépendants, hein, qui ne sont pas des copies l'un de l'autre, un certain nombre de manuscrits transmettent les mêmes collections, assez souvent attribuées aux mêmes personnes et très souvent dans le même ordre. Donc il y a une certaine cohérence, si vous voulez, qui est assumée, qui est transmise, justement par les manuscrits qui nous ont conservé ces textes-là. Bon, qu'est-ce que c'est le corpus métrologique pseudo-héronien? C'est assez clair. Hein. Le critère que j'ajoute, c'est le critère de l'octorialité, c'est-à-dire ce sont les collections qu'on a attribuées à tort ou à raison, et selon moi, il y a beaucoup de à tort, mais je peux me tromper, bien sûr, à Héron d'Alexandrie. Alors, par exemple, à raison, on ne voit pas de doute particulier qui nous ferait douter que les métricas sont bien de Héron. Donc ça, c'est une attribution à raison. Et puis, il y en a tout un tas d'autres qu'on a attribués à Héron et qui ne sont peut-être pas de lui. Alors, pourquoi c'est un critère limitatif? Pour une raison évidente, c'est qu'il y a le corpus métrologique grec ancien est plus large que ça. D'abord, il y a d'autres auteurs. Il y a des collections qui sont anonymes. Il y a un autre auteur qui est très souvent associé avec Héron, qui est son probable contemporain Didyme d'Alexandrie. Ne m'interrogez pas trop sur le Didyme en question, parce qu'à part le fait qu'il est l'auteur de ce traité la mesure des diverses sortes de bois, j'en sais pas plus. Didyme est un nom très commun. Hein. Il y a beaucoup de Didymes d'Alexandrie, même d'homonymes stricts. Il y a, comme Fabio y a fait allusion tout à fait dans la discussion, il y a aussi des problèmes métrologiques tout à fait du même genre dans des documents dits scolaires, ce qui ne veut pas dire grand-chose, sauf qu'on les trouve sous forme de papyrus ou de tablettes de bois. Et il y a même, de temps en temps, des extraits métrologiques qui accompagnent des choses qui n'ont apparemment rien à voir, mais ce n'est pas si sûr finalement, dans des manuscrits de type médicaux ou juridiques. Donc, si vous voulez, je fais une circonscription et j'appelle ça le corpus pseudo-héronien. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce tableau ignoble. En fait, il aurait été mieux que je le reproduise sur papier pour que vous puissiez le lire de près, parce que c'est écrit un peu petit. Certains d'entre vous l'ont déjà vu d'ailleurs, puisque je crois qu'il figure, si je me rappelle bien, dans une publication à venir, faite par Alain. Qu'est-ce que c'est le corpus pseudo-héronien quand on prend comme base de départ
ce qui est donné dans les manuscrits, puisque je vous ai dit que la cohérence était d'abord codicologique, eh bien, c'est une série grosso modo de 16 collections, plus 2 problèmes isolés, qui sont 17 et 18 sur cette liste. Et ce qui est dans la colonne de gauche, c'est la façon dont ça apparaît dans les manuscrits. Ce qui est dans la colonne de droite, c'est la façon dont ça a été édité par les éditeurs successifs, donc Friedrich Ulch, Paul Tanry, qui a édité 2 des textes, Schöne, qui est le premier éditeur des Métrica, et Heiberg, qui est l'éditeur du corpus pseudo-héronien en tant que tel. Alors pourquoi ce tableau? Bon, effectivement, ça demanderait beaucoup de temps, mais si vous regardez, vous verrez qu'il n'y a absolument pas une correspondance biunivoque qui fonctionne bien entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éditeurs n'ont généralement pas respecté la réalité codicologique. Ils ont fait des montages, et on peut même dire dans au moins 2 cas qu'ils ont fabriqué des monstres philologiques. Ils ont donné des titres à des œuvres qu'ils ont construites et dont on ne peut pas dire qu'il y ait le moindre manuscrit. Il y a un texte qui Heiberg a édité qui s'appelle Geometrica. Bon, c'est une invention de Heiberg, tout simplement. Il n'y a pas de manuscrit des Geometrica. Par contre, il y a des manuscrits qui contiennent des tas de bouts qu'il a mis dans la constitution de ces Geometrica. Alors, ce tableau est censé servir à mettre ça en évidence. Bon, je pense que ça ne nous concerne pas trop ici. Ça intéresse les gens qui veulent regarder comment on a édité ces textes-là, et c'est pas terrible. Alors, je vous ai fait ici un petit résumé du tableau, si je peux dire. Donc, effectivement, ce sont des collections de problèmes. Il y en a effectivement un certain nombre qui sont systématiquement attribués à Héron, et les attributions sont assez stables. C'est-à-dire, un coup, on ne l'attribue pas à Héron, puis après à un autre, ou des choses comme ça. C'est assez systématiquement attribué à Héron. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui sont attribués à Euclide. Bon. Et il y en a un qui est attribué à un certain Diophane, ou dans un autre manuscrit, ça devient Diophante, puisqu'il suffit d'ajouter pas grand-chose. Bon. En fait, des attributions qui d'emblée soulèvent un doute, puisque bon, il est assez peu probable qu'Euclide et Diophante aient écrit ces textes-là. Et donc, on voit bien que ce sont des attributions de valorisation, si vous voulez. C'est même peut-être ce qui a fait que ces textes ont été conservés, c'est qu'ils étaient attribués à des auteurs prestigieux. Mais du coup, on peut se demander si, quand on attribue un texte à Héron, c'est parce qu'il est de Héron, ou si c'est parce qu'effectivement, on l'a rattaché à son nom, finalement, pour le prestige. Alors, une dernière remarque que je fais sur la base de ce tableau que je vous ai fait à peine voir, c'est que ce qui est rigolo, c'est le contraste évident qu'il y a entre, d'un côté, la stabilité au niveau des manuscrits, la stabilité que j'appelle codicologique, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours transmis sous la même forme. Ça veut dire que dans l'esprit des gens qui ont joué un rôle, il a été transmis comme une œuvre, comme un dialogue de Platon ou comme une œuvre d'Aristote, etc. Ça a été transmis par des copies fidèles. Et en même temps, à l'intérieur, vous voyez que ça ne peut pas être une œuvre. Ça ne peut pas être dû à une intention d'un auteur. C'est du grand n'importe quoi. C'est un bazar innommable. Ce ne sont même pas des florilèges qui peuvent parfaitement se défendre. Ce sont vraiment des choses très, 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 très chaotiques. Et là, il y a au moins 2 traités comme ça qui sont toujours attribués à Héron. Le De Mensuris et le Liber Geeponicus, qui sont toujours attribués à Héron, qui sont toujours transmis de la même manière, mais qui sont effectivement au mieux des compilations de compilations auxquelles il est arrivé pas mal d'accidents en plus de transmission, de perte de folio, de mélange, etc., etc. Et vous avez le phénomène, non pas inverse, j'ai mis inversement, mais c'est débile parce qu'il n'y a pas d'inversement. Il y a au contraire des collections qui, au niveau de la structure, montrent une certaine cohérence. Et en fait, c'était un peu la réponse que je faisais à Catherine tout à l'heure. Cette cohérence est essentiellement basée sur des critères de la géométrie savante, la classification des figures et autres. Alors, ce n'est pas l'inverse de la situation précédente, parce qu'en fait, l'inverse de la situation précédente, c'est plutôt en fait les monstres qu'a fabriqué Heiberg. C'est-à-dire que les monstres qu'a fabriqué Heiberg, c'est effectivement des collections qui ont une certaine cohérence thématique, mais par contre, si vous regardez les manuscrits où il les a pris, ils ne sont pas dans les mêmes familles, ils ne sont pas de la même époque, etc. Et il les a mis ensemble. Bon. C'est ça qu'on peut dire qui ne fonctionne pas de la même manière. Alors ici, j'ai fait ce petit tableau quand même pour que vous ayez une vague idée de la taille de ces collections, puisque je ne vous les montre pas, donc bon, et ils ne sont pas dans le livre, évidemment.
Donc, il y en a quelques-unes qui contiennent quelques dizaines de problèmes, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de problèmes. Il y en a une qui est très importante, puisque selon la manière dont on la découpe, elle contient peut-être 100, 120 problèmes ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une taille qui est du même ordre que celui des métricas. Hein. Il y a 88 ou 89 sections dans les métricas. Et là, on a une collection qui est très importante. C'est celle qu'on appelle traditionnellement donc introduction. Et il y a une introduction aux questions géométriques et une introduction aux questions stéréométriques. Peut-être qu'il s'agit de deux collections différentes, peut-être qu'il s'agit des deux livres d'une même collection. Celle-là, elle est au moins par la taille très importante puisqu'elle représente presque la moitié du corpus des problèmes. J'ai fait une répartition entre problèmes plans et problèmes solides. Vous voyez que c'est du kiff-kiff, hein, 50-50 à peu près. Et un total qui est un total d'unités textuelles qui dépasse un petit peu les 500 unités. Mais attention, ici, c'est la seule chose que je peux facilement compter, en fait. Ce sont les unités textuelles. Donc il y a un peu plus de 500 unités textuelles, mais il y a des doublons, parce qu'il y a évidemment des problèmes qui, avec quelques variantes, n'oubliez pas qu'on est dans une tradition manuscrite, hein, on n'est pas dans l'imprimerie, hein. Donc il y a des doublons. Et alors, c'est pas toujours évident de dire si ces deux choses que j'ai là, dans tel manuscrit et là dans tel autre, est-ce que c'est le même problème avec des petites variations ou est-ce que ce sont deux problèmes différents? Il faudrait précisément développer une méthodologie hein, de jugement pour savoir quand est-ce qu'on peut dire que deux problèmes algorithmiques sont vraiment distincts ou quand on peut considérer qu'on a affaire à quelque chose qui n'est que de l'ordre de la variante, parce que de toute façon, bien sûr, il y a des fautes de copie dans ces textes, et il n'y a forcément pas deux choses qui sont rigoureusement identiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, il y a un des problèmes sur la pyramide qu'on trouve 5 fois, dans 5 collections différentes, et je pense que le nombre de problèmes réellement distincts doit être entre 350 et 400, donc il y a largement plus d'une centaine de doublons dans cette affaire. Alors j'en viens à l'histoire de la postérité des métricas. C'était, si vous voulez, un chapitre naturel dans le livre, puisque bon, on édite un texte, on le traduit, on le commente. En tout cas, dans les lettres grecques, c'est la tradition de savoir, bon, ok, qu'est-ce que le texte a eu comme impact, qui l'a lu, qu'est-ce qu'on en a fait, etc., etc. Donc c'est un passage un peu obligé, si vous voulez. Très bien. Alors le problème, c'est j'ai fait la liste à peu près de toutes les informations dont je dispose, et vous allez voir, ça tient sur pas grand-chose. En fait, l'écrit, Fabio l'a déjà dit, hein, a été cité 2 fois dans l'Antiquité tardive, par Euthocius dans son commentaire à la mesure du cercle d'Archimède, et par un auteur qui est l'auteur des Prolégomènes anonymes à l'Almageste que Fabio est en train d'éditer. Et d'ailleurs, pour le narguer un peu, pour l'embêter un peu, j'ai mis que c'était 2 personnages, mais en fait, qu'il n'en était peut-être qu'un seul, puisqu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être Euthocius qui a écrit les Prolégomènes anonymes à l'Almageste. Je sais que lui ne partage pas cette opinion, mais de toute façon, le problème n'est même pas là, c'est que même si ce sont 2 personnes distinctes, peut-être c'est Ammonius, ce sont 2 personnes du même cercle érudit, de la même époque, du même endroit, Alexandrie, à la charnière des 5-6e siècles. Donc quand même, un certain temps après Héron, où qu'on le place, ce qui pour nous veut dire, puisque Fabio vous a montré avant ces graphiques sur la production lettrée, on peut dire mathématique grecque ancienne, ça veut dire que ces grands citateurs de textes que sont Papus, Théon et Proclus ne citent pas ce texte géométrique de Héron. Ensuite, on a un grand vide. Alors bien sûr, il y a eu forcément des manuscrits. Hein. Héron a écrit sur des rouleaux de papyrus, ça c'est à peu près obligatoire. Ça a été copié un moment sur un manuscrit, un codex. Je pense que Euthocius a lu un codex. Et il était en majuscule, puis après il a été transcrit en minuscule, puisque notre fameux Seraliensis, là, le manuscrit S, c'est un manuscrit de minuscule. Donc il y a eu au moins des gens qui s'en sont occupés. Nous, on sait que notre codex, parce qu'on connaît le nom du copiste, a été copié vers 950 à Constantinople, donc le moine Ephrem a fait ça. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ce codex donc, est monothématique, il contient que des collections de problèmes métrologiques, dont, si on veut, les métricas. Et évidemment, le problème est qu'il est pour les métricas le seul. Je vous signale, effectivement, c'est une réponse très, très désinvolte à ta question, Catherine, que les
les textes du corpus pseudo-héronien qu'on pourrait envisager comme des traités pratiques, eux sont transmis par plus d'une centaine de manuscrits. C'est-à-dire que là, entre le théorique et le soi-disant pratique, mais pour moi, en fait, c'est du scolaire, hein, c'est pas du pratique, c'est du scolaire. C'est pas de la pratique de terrain, je veux dire, d'arpenteur, c'est du scolaire. Le nombre de manuscrits, il n'y a rien à voir. Hein. Il y en a un d'un côté et il y en a plus d'une centaine de l'autre. On a des petites mentions, soit de Héron, soit à un moment un type qui nous parle d'un texte sur la mesure des figures, qui pourrait faire penser à une allusion métrique. Mais vous voyez que j'en suis ramené à faire les fonds de tiroir hein, pour essayer de trouver des citations. C'est pas grand-chose. Alors j'avais ici, parce que ma planche est mal montée, j'avais ici quand même 2 photographies à faire voir qui sont le premier folio écrit, le folio 3, et le premier folio des Métricas, pour au moins confirmer ce que disait Fabio sur la beauté de la chose et le fait que c'est probablement un manuscrit de bibliothèque et non pas une copie personnelle d'un savant qui aurait fait ça pour lui. Hein. Ça ne serait pas dans cet état-là si c'était le cas. Donc là, vous avez un texte de préface. Et là, vous avez le début de la préface des métriques. Alors, mon choix n'est pas terrible parce qu'en fait, comme vous le savez, souvent dans les manuscrits grecs, il y a des gens qui ont écrit dans les marges. J'aurais dû prendre une autre image pour vous montrer justement des marginalia. Et il y a au moins 2 mains qui ont écrit dans les métricas, dans le codex S. Une main qu'on n'a pas identifiée à ma connaissance, mais là je dis peut-être des bêtises, vous me rectifierez, du XIIe siècle, vous savez, la main qui écrit comme un sauvage, là. Et puis il y a quelques scolies qui ont au moins un avantage, c'est qu'on en a identifié l'auteur, c'est le très savant Maxime Planude, qui vivait à la fin du XIIIe siècle, qui a annoté donc les métricas et une partie du corpus pseudo-héronien dans S. Ce qui suggère, vu ce qu'on connaît de Maxime Planude, que ce codex était encore à Constantinople à la fin du XIIIe siècle. Ici, je vous ai mis quelques détails sur le nombre d'annotations, mais il y en a très très peu d'ailleurs de Maxime Planude, et elles ne sont pas du tout ébouriffantes d'ailleurs. Il s'est amusé à recalculer les racines carrées qui étaient erronées, par exemple des choses comme ça, il savait bien faire ça, et donc il a vu que de temps en temps il y avait des erreurs de calcul. Un fait assez nouveau, je crois, dans cette affaire-là, vient du fait que vers le milieu du XVe siècle, entre, disons, 1440 et 1475, il y a un savant juif à Constantinople, qui était hellénophone, qui s'appelle Mordechai Contino, qu'on appelait le grec, hein, enfin, sa communauté le surnommait le grec, même s'il n'était pas grec, qui décide d'écrire un ouvrage de mathématiques pour ses étudiants, pour ses disciples, et un livre, donc, avec un livre d'arithmétique, un livre de géométrie. Et pour son livre de géométrie, il a un modèle assez naturel, qui est un ouvrage en hébreu, donc. Il écrit en hébreu, hein. Il aurait pu écrire en grec, mais il se trouve qu'il écrit en hébreu. Il y avait un modèle, évidemment, c'était le livre de la composition de la mesure des figures planes et solides d'Abraham Baria, qui était un traité rédigé en hébreu par un savant en Espagne, à Saragosse probablement, dans la première moitié du XIIe siècle. Donc un ouvrage qui était déjà un ouvrage de grande tradition. Mais alors, pour une raison que je ne sais pas expliquer, bien sûr, hein, mais manifestement, l'ouvrage de Baria ne l'a pas toujours satisfait, et il a cherché d'autres sources pour les lui confronter, et il a manifestement consulté le manuscrit S. Pas seulement les textes qui sont dedans, c'est-à-dire soit les métricas, soit le corpus héronien, mais il a vraiment utilisé le manuscrit S. Ça, on peut le prouver. Et comme on sait très bien que Mordechai Contino était le responsable de la communauté rabbinique à Constantinople, il y a des grandes chances que le manuscrit S était toujours à Constantinople au XVe siècle. Notamment, ça veut dire que c'est un manuscrit qui n'a pas fait d'aller-retour entre Orient et Occident, ce qui en général a joué un rôle sur la transmission des textes. Mais là, je crains qu'il n'ait pas vraiment bougé d'endroit. Et après Contino, on n'entend plus parler du... Ah oui, alors je reviendrai après. Pour dire quelque chose par rapport à ce que vous a présenté Fabio sur le style de Héron, c'est très intéressant de voir la façon dont Contino l'a compris, lui, parce qu'il a fait des choses un peu bizarres. On n'entend plus parler des métricas après Contino, ni de S, bien sûr, jusqu'à ce que 2 voyageurs occidentaux qui visitent les bibliothèques de Constantinople disent « Il a un beau manuscrit là, de géométrie grecque, il y a des œuvres de Héron, mais il ne donne pas plus de renseignements que ça. » Et en fait, il faut attendre, bon, c'est ce qu'a dit Fabio tout à l'heure, la fin du 19e pour qu'on identifie ce manuscrit et qu'on se lance dans la première édition du texte.
Donc la conclusion est assez simple. Il semble que le codex n'ait jamais bougé de Constantinople. Il semble qu'il a été sans doute très peu copié. On aurait sans doute d'autres exemplaires des Métricas. J'ajoute, non plus en termes de manuscrits maintenant, mais en termes textuels, qu'à ma connaissance, il n'y a aucune mention des Métricas en arabe, aucune en latin, aucune traduction arabe. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, syriaque, persane, arménienne, enfin toutes les langues de savoir médiévales ou anciennes. Et en fait, la seule tradition indirecte qu'on a trouvée pour le texte des Métricas, ce sont les petits bouts que Contino a traduits, donc des traductions gréco-hébraïques. Hein, il les a traduits du grec en hébreu. Et il a traduit 2 petits bouts des Métricas et quelques petits bouts qu'il a pris dans le corpus pseudo-héronien. Il a un peu butiné dans l'ensemble du codex, si vous voulez. Pour les Métricas, il a pris des propositions sur le trapèze et des propositions sur les polygones réguliers. Où là, manifestement, Barilla lui convenait pas, donc il a décidé de faire ça. Donc une conclusion s'impose, comme je l'ai écrit, la postérité des Métricas a été absolument calamiteuse, puisque en fait, ce texte n'a pas circulé et n'a pas été connu plus que ça. Sauf, évidemment, coup de théâtre habilement préparé, sauf s'il faut la chercher dans le corpus pseudo-héronien, puisque un certain nombre de gens, ça c'est une, si vous voulez, c'est une dimension historiographique qu'il faut quand même prendre en considération, mais un certain nombre de gens pensent que le corpus pseudo-héronien, c'est en fait la postérité directe des Métricas. Donc, logique de se poser cette deuxième question. Alors, je vous ai mis ici des citations, bon. La deuxième est plus intéressante que la première. La première, elle a son intérêt, c'est l'auteur. C'est Heiberg lui-même qui a expliqué que, en fait, le corpus pseudo-héronien n'était que le sous-produit de l'activité, disons, pédagogico-dévastatoire des Byzantins qui ont transformé le traité des Métricas, qui, comme Fabio vous l'a expliqué, est démonstratif, en des recueils, des petits manuels pour les élèves, en supprimant toute la partie théorique et donc qui ont fabriqué ainsi des manuels. Ce qui est intéressant quand même, c'est que lui considère que c'est même pas antique, ça, c'est byzantin. Je ne sais pas trop ce que Heiberg appelait byzantin, donc c'est pas si évident que ça. La deuxième chose vient du DSB. Elle est plus intéressante parce qu'elle fait un rappel de ce que Fabio décrivait comme postulat historiographique, qui est souvent fait dans ce contexte, qui est cette continuité de tradition mathématique qui viendrait de Babylone, qui passerait chez les Grecs, puis chez les Arabes, qui arriverait à la Renaissance, et qui est effectivement ce courant de mathématiques algorithmiques. Et on trouve évidemment des similarités formelles. La principale similarité formelle qu'on trouve d'ailleurs, en tout cas quand les gens écrivaient ça, même si maintenant, comme Catherine l'expliquait, on ne pense pas exactement la même chose, mais là, la similarité formelle, c'était que c'était non démonstratif, tout simplement. C'était les mathématiques qui n'étaient pas démonstratives. Donc là, on nous explique que ça vient effectivement des Babyloniens, etc. Et alors, vous avez la formulation de ce que j'appelle la thèse de la dérivation, c'est-à-dire qu'en fait, les traités du corpus pseudo-héronien, ça a été écrit par Mahoney, hein, ça dans DSB, Mahoney ne fait même pas la distinction entre ce qui est héronien et pseudo-héronien. Donc de toute façon, lui, il prend les titres qui sont dans le truc de Heiberg et basta, il ne se pose pas de questions. Donc Geometrica, c'est une des monstruosités qu'a créé Heiberg. Il dit, en fait, ça, c'est le dérivé du livre 1 des Métricas. Et Stéréométrica, il oublie qu'il y en a 2 d'ailleurs, c'est le dérivé du livre 2 des Métricas de Heiberg. C'est ce qu'on peut appeler la thèse de la dérivation. Et il la justifie, c'est la dernière phrase de sa citation, par une explication dont je ne vois pas très bien en quoi elle rend compte effectivement du phénomène, c'est que tout ceci aurait été fait sur des bases de pédagogie, enfin de volonté pédagogique. Héron était un pédagogue et donc il aurait fait, ça serait comme ça à cause de ce souci pédagogique de la part de Héron. Bon. C'est peut-être vrai qu'Héron était pédagogue, mais en tout cas, ça n'explique pas la chose et surtout ça ne valide pas la théorie qu'il y a une dérivation. Alors, ce qui est intéressant de la théorie de la dérivation, c'est qu'en fait, elle a une origine historiographique très précise, parfaitement identifiable et parfaitement honorable d'ailleurs. C'est qu'elle vient d'un historien du 19e qui s'appelait Théodore-Henri Martin, qui a écrit un livre fabuleux sur les recherches sur la vie de Héron et sur les différents hérons mathématiciens. Mais il écrit le livre en 1854. Donc il écrit le livre à un moment où les Métricas
n'ont pas encore été retrouvées. Elles sont toujours considérées comme perdues. Et donc la seule chose auquel il a accès, c'est évidemment les collections de problèmes du corpus pseudo-héronien. Et Martin a cette idée de reconstruire les métricas, et notamment le plan des métricas, pas la lettre des métricas, hein, il n'est pas fou quand même, mais le plan des métricas, à partir des collections de problèmes. Alors évidemment, le postulat va de soi, il peut faire ça s'il postule que les collections dérivent. C'est évident, hein, sinon c'est plié, il n'y a rien à faire. Donc il fait un travail qui est absolument remarquable, et il avait à sa disposition une autre chose que les collections de problèmes. Depuis le début du XIXe siècle, on avait retrouvé le traité de la dioptre de Héron. Héron n'est pas un auteur très bien... Enfin, Héron géomètre n'est pas un auteur très bien traité par la transmission. Ce qui est bien traité par la transmission, c'est Héron mécanicien. Et donc la dioptre de Héron est venue au devant de la scène au tout début du XIXe siècle. Et dans la dioptre de Héron, il se trouve qu'on reproduit le théorème que Fabio vous a montré tout à l'heure, la proposition 1,8 sur la mesure universelle des triangles sans utiliser la hauteur, vous savez, avec le demi-périmètre. C'est la proposition 30 de la dioptre. Donc Martin connaissait ça. Et il en a déduit que d'une part, ça devait être dans les métriques, c'était sa bonne place, c'était un théorème de géométrie, ça devait être dans les métriques, et donc les métriques, ça devait être un livre démonstratif. Ça, c'était une inférence, puisque les collections de problèmes dont il partait, lui, n'étaient pas démonstratifs. Donc ça, on peut dire, c'est un bon raisonnement, etc. Le problème, c'est le risque du métier de reconstructeur. Quand vous faites des reconstructions, c'est très bien si on ne retrouve jamais le truc que vous avez reconstruit. Mais si on le retrouve, là, il y a le problème d'être confronté à la réalité. Et quand on a retrouvé les métricas, donc en 1896, on a constaté que ça ne correspondait pas du tout avec ce qu'avait reconstruit ce bon Martin. Sauf qu'il y avait bien la formule de Héron, ces fameuses propositions 1,8, ok, ça c'est bien démonstratif, mais le plan, notamment, qu'il a beaucoup passé de temps à reconstruire le plan, ça colle pas du tout avec ce qu'il avait prévu. Qu'est-ce qu'on aurait pu en déduire? Deux choses, hein. Il y avait deux déductions possibles, hein. Ou bien qu'il avait travaillé comme un sagouin, que c'était un rigolo de première grandeur, pourquoi pas, ou bien que l'hypothèse de départ qui fondait le travail est fausse, c'est-à-dire que ça ne dérive pas. En fait, on a déduit ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire que Martin a travaillé comme un sagouin, parce que son travail est absolument remarquable, et ça se voit dès que vous consultez l'ouvrage. Mais on a quand même maintenu la thèse de la postulation, c'est ce que je vous ai montré avec les citations d'Heiberg et de Mahoney. On a continué à dire cette chose-là. Et c'est même pire que ça, puisque comme ces textes sont considérés comme de la sous-mathématique, on ne s'est même pas interrogé, disons, c'est des gros mots, mais épistémologiquement, pour savoir qu'est-ce que ça voudrait dire qu'un texte mathématique est dérivé d'un autre, en quel sens. Est-ce que c'est juste une parenté mathématique, que les validations des algorithmes viennent du traité? Mais à ce moment-là, la validation des choses qui sont dans le corpus pseudo-héronien, c'est à chercher chez Euclide et Archimède. D'ailleurs, le corpus pseudo-héronien cite des auteurs pour valider les solutions de ces problèmes, et c'est toujours Euclide et Archimède. C'est jamais les métricas de Héron. Les métricas de Héron ne sont pas cités là-dedans. De temps en temps, ce qu'on appelle les scoliastes citent les métricas de Héron, mais dans le codex S, c'est-à-dire dans le codex où il y a les métricas. Sinon, c'est toujours Euclide et Archimède qui sont cités. Donc, il faudrait... ça c'est une dérivation, si vous voulez, qui est une dérivation pseudo-mathématique. En plus, en général, on ne tient pas compte des formulations, on ne tient pas compte de toutes les caractéristiques des problèmes, on réduit les problèmes à des idéotypes, et puis on fonctionne à la louche, si je peux dire. L'autre façon d'analyser les choses, ça aurait été d'essayer de mettre en évidence qu'en effet, on avait les gens qui ont fabriqué ces problèmes-là, qu'ils soient dans l'Antiquité ou qu'ils soient byzantins, ils ont pris le texte des métricas, et ils ont fait un travail textuel dessus, pas forcément génial du point de vue mathématique, mais peut-être avec une finalité pédagogique ou autre, et qu'ils ont effectivement pris ça comme base. Auquel cas, on peut imaginer qu'ils ont sorti, par exemple, les objets mathématiques les plus compliqués. Bon,
Est-ce qu'il y a besoin de connaître le volume du tore? C'est pas complètement évident, alors que ça, c'est dans le livre 2 des Métrica. Donc peut-être on peut jeter quelques trucs comme ça. Et puis, bon, ils ont très clairement supprimé les démonstrations, puisqu'on ne voit pas de démonstration, donc ils ont fait ça. Ils ont rajouté des exemples pour faire percevoir l'universalité, par exemple, des procédures. On peut multiplier les exemples, introduire des procédures sous procédures, introduire une logique algorithmique comme à laquelle faisait allusion Catherine tout à l'heure. Ils auraient pu faire quelque chose comme ça. Et en fait, ah oui, j'allais tout de suite conclure. Ouais, parce qu'il y a la pause bientôt, donc j'allais tout de suite conclure. Il y a une autre série de questions qu'il faudrait quand même se poser dans cette hypothèse de la dérivation, qui n'a pas été soulevée, c'est quand est-ce qu'elle a eu lieu et comment, hein, parce que quand même, est-ce que effectivement ça a été fait en une seule fois, ou est-ce qu'il y a eu des étapes? Donc Heiberg apparemment pensait que ça s'était fait en une seule fois à l'époque byzantine. Martin, lui, pensait qu'il y avait eu plusieurs étapes, et notamment qu'il y avait eu une étape dans l'Antiquité tardive. Et je pense que c'est plutôt Martin qui a raison, d'ailleurs, sur ce cas-là. Et puis, il y a même la question qu'on peut se poser, que je trouve très amusante, qui est, mais ça se pourrait-il que ce soit Héron lui-même qui ait commencé à faire cette soi-disant dérivation? Ça deviendrait une auto-dérivation. Parce qu'il y a le problème de ce qu'a fait Martin. J'ai dit moi-même, au moins déjà 2 fois ici, que son travail est remarquable. Donc si son travail est remarquable, sa reconstruction, elle a reconstruit quoi? Elle n'a pas reconstruit les métricas, ça c'est très clair. On a les métricas, on voit bien que ça ne correspond pas. Mais donc il a reconstruit quand même quelque chose. Ce quelque chose, il est antique, ça c'est clair qu'il n'est pas byzantin, il est antique. Est-ce qu'il se pourrait que Héron ait fait, en fait, à côté des métricas, une sorte d'ouvrage dérivé, un recueil de problèmes, d'exercices ou des choses comme ça? Après tout, on lui attribue un recueil qu'on appelle sous le titre latin les Definitiones, on lui attribue un recueil de définitions géométriques. Donc apparemment, le type, effectivement, pouvait peut-être avoir produit ce genre d'ouvrage-là. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a dans le corpus pseudo-héronien, dans ma terminologie, quelque chose qui s'avère être quand même héronien? Alors là, j'avais fait un tableau, mais je vais passer pour pas... on peut y revenir dans la discussion si ça vous intéresse. C'est... bon, alors très bien. Si on veut tester cette hypothèse de dérivation, non pas au sens vague et général, mais au sens précis, intellectuel et textuel, il faut prendre les deux textes, enfin le texte des Métricas d'un côté, le corpus de l'autre, et on confronte. C'est très laborieux à faire. Pas très marrant parce que ce n'est pas des problèmes de mathématiques très ébouriffants, mais enfin, on peut le faire, et d'ailleurs, c'est à peu près fait dans ce bouquin. On peut déjà commencer par les passages communs. Ça, c'est la liste des passages communs, donc textuels communs, qui avait été établie par Heiberg. Heiberg avait déjà, bien entendu, pensé à ce genre de choses, et il avait fait la liste. Or, la liste est d'abord insignifiante. C'est 18 passages sur à peu près donc, 400 problèmes. Bon. Ça, c'est une première chose. Du point de vue quantitatif, si vous voulez, elle est insignifiante. Mais surtout, si vous regardez de quoi il s'agit. Donc ici, vous avez la référence dans le corpus pseudo-héronien, la référence dans les métriques. De quoi s'agit-il? Et mon jugement sur la... Enfin, mon jugement, qui n'est pas seulement un jugement. Ce que je prétends avoir montré sur ce dont il s'agissait. Alors, déjà, il y a un truc tout à fait frappant, c'est que la majorité des citations, enfin des reproductions à l'identique, viennent de... une section particulière, d'une collection particulière, la section 21 du traité édité par Heiberg comme Geometrica. C'est là que vous avez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais même pas compter avant, 9. Vous en avez la moitié qui vient du même endroit. En fait, ces choses-là font partie d'une collection dont on a la table des matières, qui était en 20 sections. Ça, c'est la section 21. Donc, déjà, il y a une petite lumière qui s'allume. Quand un traité, 20 sections, on a 21. On en a la table des matières. Dans la table des matières, on voit que ça s'arrête avec les segments de cercle plus grands qu'un demi-cercle. Et cette section-là porte sur les polygones réguliers qui ne sont pas prévus dans la table des matières. Cette section-là est souscrite. Elle est attribuée à un dénommé Patrikios. Donc c'est assez facile de deviner que Patrikios a trouvé que le traité qu'il avait sous les yeux était incomplet, puisqu'il n'abordait pas le thème des polygones réguliers, et il dit lui-même qu'il a été le chercher in alio libro tu Héronos. Il a été le chercher dans un autre livre de Héron. Donc très bien, il ne s'agit pas du tout d'une dérivation ici, il s'agit d'un type qui a un texte, qui le trouve incomplet, qui prend un autre livre, qui prend un bout de ce livre, et qui va le copier à l'intérieur. C'est ce que j'ai appelé des fois des citations
Et je vous signale un exemple très amusant, c'est le Stéréométrica 1,93, c'est la mesure de la parabole donc dans une collection du problème. Ça reproduit mot à mot le texte que Fabio vous a montré tout à l'heure à la fin de son exposé. Et si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez que le texte disait « comme nous l'avons dit précédemment ». Pour la bonne raison que dans, effectivement, Métrica 1,35, Héron fait allusion à Métrica 1,32 dans lequel il a déjà parlé de la parabole. Sauf que le zozo là, qui a copié cette chose-là, il n'avait pas copié 1,32. Donc en fait, comme nous l'avons dit avant, ça renvoie à rien du tout, c'est simple reproduction à l'identique. Ben, regardez ce qui reste. Il reste 3 possibles dérivations. Et en fait, la seule non triviale, parce que les 2 premiers triangles isocèles, c'est absolument trivial, la seule dérivation non triviale, c'est précisément la formule de Héron, enfin ce qu'on appelle nous la formule de Héron, c'est-à-dire la mesure universelle des triangles, qui est effectivement démontrée dans Héron et qu'on trouve dans pas mal de problèmes des collections donc, du corpus pseudo-héronien, où là on a l'impression qu'on peut dire en effet, il y a d'un côté une justification théorique qui est donnée. Pour nous, c'est la seule qu'on connaisse, c'est dans les Métricas de Héron, et elle a été dérivée dans ces choses-là. Ouais, je conclue donc rapidement 4 assertions. Bon, il y a évidemment des contacts. Je pense que peut-être, si on ne regarde pas les choses de trop près, on peut se faire avoir avec ça. Il y a des contacts entre Métrica et corpus pseudo-héronien, à savoir des emprunts mais à l'identique, hein, des citations, qui veulent simplement dire qu'un certain nombre de collections appartiennent à la tradition indirecte des Métricas. Les gens qui ont fait ça avaient les Métricas dans les mains. Ça, c'est OK. Les cas de dérivation sont effectivement très très peu nombreux, c'est ce que je viens de dire, si on s'intéresse à ce qui est non trivial, parce que bon, je n'ai pas non plus parlé de la mesure du rectangle ou du triangle rectangle, mais là je ne vois pas comment on va pouvoir argumenter sur des exemples de ce genre-là. Eh bien, le seul cas donc, qui compte, c'est la formule de Héron. J'ai fait, moi, des enquêtes statistiques qui sont très indigestes. J'espère que nos 2 Alains ne se sont pas lancés dans ces choses-là, parce que c'est vraiment... Il faut le faire, mais bon, j'ai regardé les objets qui sont mesurés dans les Métricas, les objets qui sont mesurés dans le corpus héronien. La façon dont on les mesure, les algorithmes qui sont dans les Métricas, les algorithmes qui sont dans le corpus héronien. Et vous voyez que la plupart du temps, ce ne sont pas les mêmes, et ce ne sont pas les mêmes figures, ce ne sont pas les mêmes données numériques, et ce ne sont pas les mêmes algorithmes. Donc la thèse de la dérivation, elle n'a absolument aucun sens. Et ma dernière remarque, simplement, c'est une remarque très banale pour dire qu'on voit que ce sont des textes qui ont été manifestement maltraités, aussi bien au niveau, disons, de leur compréhension, par exemple, effectivement, comment on traite de relations intertextuelles entre des éléments de ce corpus que j'ai appelé métrologique, et ça s'est traduit par des procédés d'édition qui n'étaient pas non plus exemplaires. Je suppose que pour les gens qui ont travaillé là-dessus au 19e, hein, puisque le gros du travail a été fait au 19e, c'est effectivement des catégories de textes mathématiques qui étaient considérées comme peu dignes d'intérêt et qui ne demandaient pas un travail approfondi. Je m'arrête. J'ai mis au tableau là ce qu'ils veulent des références bibliographiques, mais bon, les références bibliographiques, c'est les éditeurs principaux et les études d'Henri Martin dont j'ai parlé au début. On a quand même un peu de temps pour des questions. Tu as sauté Ah oui. Oui, bon. Vous vous rappelez ce qu'a raconté Fabio sur la structure vraiment... alors, on est toujours obligé de dire ça dans le cas des maths grecs, hein, qui paraît original pour autant de ce qu'on connaît des maths grecs. Je veux dire, s'il y avait d'autres textes qui faisaient ça ou qui faisaient autre chose, on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Hein. Donc, par rapport à ce qu'on a, vous vous rappelez que l'originalité fondamentale des Métricas, c'est de faire des validations d'algorithmes, et en plus de faire cette validation par une démonstration géométrique formulée en termes de données.
Et ce qui fait que, bon, en plus, Fabio ne l'a pas dit, mais vous l'avez vu parce qu'il le montrait sur cette diapo, mais la synthèse numérique, l'algorithme est introduit comme une synthèse numérique. Il y a toujours une TCTI où cela sera synthétisé comme ça. Ce qui veut dire que chez n'importe quel lecteur de texte mathématique grec, ça laisse entendre que la première partie, c'est une analyse, et qu'il y a analyse et synthèse, mais ce n'est pas l'analyse, synthèse, problématique, caractéristique de Pappus en géométrie. Alors, cette chose-là qu'on voit dans beaucoup de propositions des Métrica, quand ce n'est pas juste soutiré d'Archimède, disons, ça a plongé dans vraiment la perplexité totale le sieur Contino, qui a pourtant traduit un certain nombre de passages, et qui d'ailleurs est un des rares auteurs, comme son modèle Barilla, a montré un vrai souci pour la preuve. Parce que dans la géométrie pratique, il faut quand même regarder, la plupart du temps, vous avez effectivement de la géométrie algorithmique, mais on ne se soucie pas trop de démontrer. Et on fera par exemple apparaître l'universelle validité d'un théorème en mettant plein d'exemples, par exemple un triangle rectangle, équilatéral et tout pour la formule de Héron. On est content avec ça si ça marche pour toutes les espèces. Contino était intéressé par les preuves et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est allé piocher dans S. Mais quand il tombe sur les théorèmes par analyse et synthèse, si vous me permettez l'expression, chez Héron, il ne comprend pas trop ce que c'est. Et donc, en fait, il a inversé presque systématiquement les choses. Là, vous avez... Contino, si vous voulez, c'est ce qui est à droite du trait qui fait des zigzags. C'était pour que ça tienne sur une page, je suis désolé de cet artifice de présentation. Donc, Métrica, vous avez l'énoncé du trapèze acutangle, puis la preuve sous forme de données, et puis ensuite, vous avez, en conséquence de l'analyse, cela sera synthétisé ainsi, l'algorithme. Et en fait, Contino, il a traduit l'énoncé du problème, il a pris la synthèse numérique qui présente comme une procédure et avec un exemple, et ensuite on fait la démonstration de la procédure. Et il a systématiquement fait cette inversion-là, et il n'a apparemment pas compris qu'il y avait une analyse par la méthode des données. En même temps, c'est un traducteur très fidèle, donc il conserve le mot connu qui est dans la version, disons, médiévale des données d'Euclide, c'est le mot par lequel on rend des doménas. Donc il dit quand même dans ces choses que c'est connu. C'est connu, mais en fait, il pense qu'il lui donne un exemple et ensuite il fait la preuve. Il ne pense pas du tout qu'on fait une analyse et qu'on fait une synthèse. Et il y a un deuxième exemple qui est rigolo. Fabio n'a pas trop insisté là, sur cette fois-ci, ici, mais ceux qui l'ont entendu à Corée, par exemple, savent très bien qu'il a fait une étude très poussée des styles mathématiques et qu'il n'y a pas seulement démonstratif et algorithmique, mais il y a aussi ce qu'il appelle, lui, procédure. Et là, je vous ai mis un exemple avec les polygones réguliers. Donc là-haut, vous avez quelque chose qui vient du corpus pseudo-héronien, qui est Diophane, le fameux Diophane, la mesure du décagone. Donc vous avez le texte, on a un algorithme fait sur un exemple, l'exemple numérique d'un décagone de côté 10. En dessous, je vous ai mis le traitement qu'on trouve dans un formulaire qui est attribué à Euclide. Bon. OK ? Il n'y a pas de données, c'est la procédure à faire. Pour mesurer un décagone, on prend le côté par lui-même, on fait 15 fois, on prend la moitié, et ça c'est l'air, c'est la procédure. D'accord ? L'autre est un exemple numérique. Et Contino, dans sa traduction de Diophane, parce qu'il a traduit tous les Diophane, tous les exercices de Diophane sur les polygones réguliers, et après toutes les propositions des Métrica avec les démonstrations, il a inclus les procédures à l'intérieur, et il donne la procédure, et après il donne ce qui était dans Diophane comme l'exemple. C'est-à-dire que lui, il a un schéma, si vous voulez, dans sa tête qui n'est ni celui qu'il y a dans Héron par analyse-synthèse, ni les répartitions que vous pouvez observer dans le corpus pseudo-héronien entre texte de procédure et texte algorithmique. Lui, il veut quelque chose qui articule à chaque fois l'universel et le particulier. Parce qu'évidemment, la différence entre procédure et algorithme, c'est qu'il y en a un qui est de formulation universelle, alors que l'autre, il est de formation spécifiée. Et lui, il veut toujours les deux. Donc il a fait... Alors, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup chamboulé les passages des Métrica qu'il a pris. Il est très, très, très précis comme traducteur. Quand il tombe sur un terme bizarre, il crée des néologismes ébouriffants. Mais, en tout cas, la structure, justement, héronienne spécifique, ça, il l'a fait exploser parce que ça ne lui convenait pas. C'est ça que j'avais prévu de dire rapidement. Mais bon. C'est un témoin aussi tardif, évidemment. Deuxième moitié du... Enfin, moitié du 15e.